Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance du mois de février à la MRC de Pierre de Sorel. Il nous manque 3 joueurs ce soir, donc qui ont motivé leur absence, mais on a tout de même le quorum pour tenir notre rencontre de ce soir. Donc on va ouvrir la séance à l'instant. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour au point 3. On va retirer les points 8.3, 12.1, 18.1. Et on va modifier le point 17.4. 17.4, on va conserver seulement l'autorisation de lancer le processus de révision et planification stratégique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, ça prend quelqu'un pour proposer. Patrick propose et appuyé de Denis Benoît. C'est bien, c'est adopté. Au point 4, adoption et dépôt des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du Conseil de la MRC du 17 janvier 2024. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je vais en faire la proposition. Diane de Tonnancourt propose et appuyé de Richard Gauthier. C'est bien, c'est adopté. 4.2, réunion du comité régional culturel du 23 octobre 2023. Qui en fait la proposition? C'est seulement un dépôt. C'est seulement un dépôt? Oui. Très bien. Au point 4.3, réunion du comité régional en développement social, 21 mars et 14 novembre, c'est aussi seulement un dépôt. Maintenant, au point autorisation du paiement des dépenses. Au point 5, vous avez reçu le montant du paiement des dépenses de 2 120 724 et 21. Qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Gilles Salva, appuyé d'Alain Chapdelaine. Très bien. Au point 6, rapport mensuel des conseillères régionales et des conseillers régionaux. Est-ce qu'on a des membres du conseil qui ont des choses à nous dire? Richard, oui, au point je vous de laisse vue la du parole. CRC, on a commencé à travailler sur le plan stratégique. Donc, à suivre, mais on vient tout juste de commencer à travailler sur le plan. Sur votre planification annuelle. Suite à l'adoption de la culture. De la politique culturelle. Merci. Richard, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à ajouter? Moi, je pourrais ajouter qu'hier, on a eu un comité régional de développement social. Donc, on a pu faire état de la situation, entre autres, des politiques MADA. On va ce soir déposer là, les deux, la politique et le plan d'action régional MADA. On a fait aussi un tour sur ce qui se passe là, dans nos différentes municipalités en lien avec le plan d'action aussi en développement social. Et c'était aussi l'occasion d'avoir une dernière rencontre avec notre coordonnatrice au développement social qui quitte vers la ville de Sorel-Tracy dans les prochaines semaines. Donc, on a eu l'occasion de souligner le travail de Véronique Massé qui a accompagné le comité de la famille initialement, des aînés et le comité régional de développement social là, pendant les 14 dernières années. Donc, je la remercie pour tout le travail qu'elle a fait. Puis, je lui souhaite bonne suite pas très loin du côté de la ville de Sorel-Tracy dans un mandat aussi en lien avec le développement social aux loisirs et milieux de vie. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui. Oui, le 23 janvier dernier, on a eu le conseil d'administration du parc éolien Pierre de Sorel. Donc, ce serait bien de mentionner, la production pour 2023 s'est arrêtée à 52 929 kWh, avec des prévisions de 59 300. Donc, ça a été 6 371 de moins que prévu. Ça a été une année marquée par moins de vent pendant plusieurs mois, normalement des gros mois. Donc, naturellement, les états financiers seront connus plus vers le mois d'avril, là.
Mais financièrement, ça sera quand même une bonne année pour le parc, malgré tout. Très bien, merci Alain. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du conseil qui avaient un point à ajouter? Non? On poursuit maintenant avec l'aménagement du territoire, 7.1, l'avis de la MRC sur des documents d'urbanisme au point 7.1.1 pour la ville de Sorel-Tracy. Donc, la Ville a adopté le règlement numéro 2554 qui modifie le règlement de zonage numéro 2222 dans le but d'appliquer des demandes de modification réglementaire ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le Conseil de la Ville, ainsi que d'apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au règlement qui apparaissaient imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire, là, indique que le règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. C'est très bien, merci. Est-ce qu'un membre du conseil en fait la proposition? Je propose. M. Salva est appuyé de Richard Gauthier. On passe maintenant au point 7.1.2, municipalité de Yamaska. Donc, la municipalité a adopté le règlement numéro RY 79-2015-10 qui vient modifier le règlement de zonage sur les allées d'accès mitoyennes. Le règlement vise à ajouter dans la zone HA.9 la permission d'avoir une allée d'accès mitoyenne en 2 propriétés rattachées pour les bâtiments de type jumelé. Et également, il autorise la fibre de bois comme matériel de revêtement extérieur. Donc, encore une fois, là, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire là, indique que le règlement ne contrevient pas aux objectifs ou dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. C'est très bien. Est-ce qu'un membre du conseil en fait la proposition? Alain Chapdelaine propose et appuyé de Denis Benoît. C'est bien? Oui. On passe maintenant au 7.1.3, Ville de Saint-Ours. Donc, la Ville a adopté le règlement numéro 2023-266 qui vient modifier le règlement de zonage numéro 2006-109. Le règlement vise à ajouter un article concernant les terrains situés dans plus d'une zone, ainsi qu'à abroger et remplacer l'article 3.3, intitulé « Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ». Encore une fois, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire là, mentionne que le règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. Merci. Est-ce qu'un M. Sylvain Dupuis en fait la proposition? Je vais l'appuyer. Appuyé de Diane de Tonencourt. C'est bien? Parfait. On passe au point 8. 8.1, c'est présentation du projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement de la MRC afin d'intégrer et de rendre applicable la nouvelle cartographie gouvernementale associée aux zones de glissement de terrain. Donc, c'est la présentation du projet de règlement suite à l'avis de motion qu'on a fait là, le 17 janvier dernier. Je vais avoir besoin là, d'un conseiller ou d'une conseillère pour présenter le projet. Donc, qui présente le projet? Ça nous prend quelqu'un pour le déposer. M. Gilles Salva en fait la présentation. Donc, il est déposé. C'est bien. Si on a juste besoin de quelqu'un qui dépose. 8.2, avis de motion et présentation d'un projet de règlement établissant les règles de régie interne des comités régionaux de la MRC. C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, donc on a juste besoin de quelqu'un qui donne l'avis. Diane de Tonencourt donne l'avis de motion. C'est bien. Le point 8.3 a été retiré. Au point 9.1, on n'avait pas de demande à traiter ce soir. 9.2, confirmation des engagements budgétaires pour chacun des organismes. Donc, 9.2.1, développement économique Pierre de Sorel. Donc, il faut seulement confirmer les engagements budgétaires pour 2024. Donc, une contribution qui découle des quotes-parts municipales de 942 330 $ et une contribution découlant du FAR volet 2, partie 2 de 275 000 $. Donc, ça prend quelqu'un pour en faire la proposition. Patrick Péloquin fait la proposition. Qui appuie? J'appuie. Gilles Salva appuie. C'est bien pour tous? Oui, c'est adopté. Au point 9.2.2, l'Office de tourisme et congrès des vallées de l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc, il faut confirmer l'engagement budgétaire de 220 000 $ et également renouveler là, jusqu'en avril 2025 le protocole d'entente relatif à l'octroi de l'aide financière. Fait parce que notre protocole d'entente en ce moment se termine en avril 2024. C'est très bien. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin en fait la proposition. C'est appuyé. Richard Gauthier.
C'est bien. Donc, c'est adopté. 9.2.3, réseau cyclable La Sauvagine. Donc, l'engagement budgétaire à confirmer est de 80 250 qui provient là, des quotes-parts municipales de la partie 1. Très bien. J'en fais la proposition. Diane de Tonnencourt en ferait la proposition. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer. Denis Benoît appuie la proposition. C'est bien? Oui, c'est adopté. 9.2.4, Société de transport collectif de Pierre-de-Sorel. Donc, on a c'est en 3 volets pour celui-là. Donc, pour un montant total de 7 795 440 qui est divisé selon les 3 volets suivants. Donc, le premier étant le transport adapté pour 255 000 au niveau des quotes-parts municipales et de 827 440 découlant de la subvention du MTMD. Le deuxième volet étant le transport collectif régional. Donc, on parle de 422 805 000 pour les quotes-parts municipales et au niveau de la subvention du MTMD, 2 268 800 Finalement, le troisième volet, c'est le transport interrégional. Pour les contributions découlant des quotes-parts municipales, il s'agit de 1 516 965 et pour les contributions découlant de la subvention du MTMD, il s'agit de 2 504 430 Merci. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin en fait la proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Diane de Tonnencourt appuie. C'est bien. Pour tous. Oui. C'est adopté. 9.2.5, Société historique Pierre de Sorel. Donc, il s'agit d'un engagement budgétaire pour 2024 de 110 000 pour la contribution découlant des quotes-parts municipales. Merci. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier en fait la proposition. Qui appuie? J'appuie. Marie Léveillé appuie. C'est bien. C'est adopté. Point 10.1, nomination d'un représentant de la MRC Culture Montérégie. Donc, il s'agit de nommer M. Richard Gauthier en remplacement de Mme Diane de Tonnencourt et également d'autoriser le paiement des frais de déplacement de M. Gauthier pour les déplacements à l'extérieur du territoire de la MRC. Je vais le proposer. Diane de Tonnencourt a fait la proposition. Qui appuie? Je vais appuyer. Denis Benoît. J'en ai entendu plusieurs en même temps. Denis Benoît appuie. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Est-ce que le principal intéressé est certainement intéressé? Oui. Donc, c'est adopté. Développement social 11.1, déclaration de la semaine de l'inclusion sociale Pierre de Sorel qui a lieu la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine de l'inclusion sociale qui est portée par la table de développement social Pierre de Sorel. Parce que vous allez voir dans les prochains jours une belle photo des membres du conseil qui arborent fièrement les articles promotionnels. Donc, monsieur le maire de Sorel-Tracy l'arbore avec fierté ce soir. Vous verrez avec des t-shirts, des coton wattés, des macarons, des tucs, etc. pour justement démontrer à la population qu'on est tous main dans la main et qu'on favorise l'inclusion sociale. Donc, ça prend quelqu'un pour en faire la proposition. Du 19 au 25 19 au 25 février, exactement. Je tenais à ce qu'on félicite là, la table de développement social, également le comité de campagne annuel et notre coordonnatrice au développement social, Véronique Massé. Je te laisse aller maintenant. Donc, ça nous prend quelqu'un pour en faire la proposition. Marie Léveillé et appuyé de Patrick Péloquin. Donc, c'est la semaine prochaine, mais cette semaine. Mais cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. On avait beaucoup de choses à porter sur nous ce soir. Donc, on a tous soit le petit ruban, soit la petite épinglette de la persévérance scolaire. La persévérance est un élément très important dans nos écoles, que ce soit au primaire, au collégial, à l'université, au secondaire. C'est pas toujours évident. Donc, on supporte nos étudiants dans la persévérance qu'ils font et dans l'accomplissement de la réalisation de leur parcours scolaire sous toutes ses formes. C'est bien. On continue maintenant avec le point 11.2. Dépôt de la politique régionale des aînés et du plan d'action. C'est rattachant. C'est un dépôt ce soir des deux documents qui seront disponibles sur notre site web. Bien ça. 11.3.
Dépôt du document de la table de concertation en habitation Pierre de Sorel intitulé « Présentation de l'habitation pour la MRC de Pierre de Sorel ». Donc, c'est un dépôt aujourd'hui aux membres du conseil et les membres du comité régional de développement social en ont eu la présentation hier soir. Gilles était présent aussi. Donc, on a pu entendre les gens de la table de concertation en habitation parler de l'état du logement dans la région de Pierre de Sorel. On voulait que vous soyez tous et toutes informés de la présentation qui y a eu lieu hier soir. Fonds région et ruralité, FRR, le point 12.1 a été retiré. On passe au 12.2, FRR volet 2, adoption de la mise à jour de la politique de soutien aux entreprises et de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Alors oui, c'est une formulation qu'on fait tous les ans. Là, dans le fond, c'est récurrent. Et puis à partir de là, cette année, c'est des modifications uniquement pour apporter des détails sur les années d'application. Il n'y a pas de dispositions qui sont changées. Mais ça prendrait quand même une proposition pour adopter les deux documents. Richard Gauthier et Patrick Péloquin. C'est bon? C'est adopté. 12.3, confirmation au MAMACH concernant l'utilisation du solde complet du FRR volet 1 au projet de construction du tunnel. Oui, alors ça fait plusieurs années qu'on cumule là, dans le FRR volet 1. C'est un volet qui est dédié au projet de MRC qui rayonne sur plus d'une MRC. Alors, on a un montant d'à peu près 1 100 000 qui est cumulé ces dernières années pour ça. Et puis, là, il faut concrètement engager les sommes avant le 31 mars 2024. Et puis, à partir de là, vous le savez, on a fait faire des plans et devis qui ont été autorisés par le ministère des Transports. Et puis, on a aussi fait, plus récemment, vous aviez adopté une résolution pour qu'on fasse des demandes de subventions auprès de 2 programmes importants. Alors, à ce moment-là, il se serait approprié d'adopter une résolution pour autoriser la présentation pour le dépôt du projet de construction du tunnel. C'est le tunnel sous la route 132, à la hauteur du rang Picoudi à peu près, pour permettre justement de prolonger la piste cyclable régionale. Alors, ça prendra une résolution. Puis en même temps, on s'engage à prendre les sommes avant le 31 mars 2024, mais aussi à dépenser pour le projet. Puis s'il y a lieu, on pourra demander des délais. Il faut dépenser, dans le fond, les sommes avant le 31 mars 2025. Je propose. Gilles Salvant fait la proposition et Diane de Tonnancourt appuie. 12.4, autorisation de signature du protocole d'entente visant à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie dans l'accomplissement de sa mission pour 2024. Oui, alors c'est ça, vous le savez, on parle souvent de la table de concertation régionale. Et puis, les préfets des MRC ont adopté une entente, un projet d'entente qui doit être entériné par chacune des MRC. C'est les 12 MRC de la Montérégie, plus l'agglomération de Longueuil. Puis à partir de là, vous devez adopter là, une résolution pour autoriser la signature de l'entente qui va permettre à la TCRM de réaliser les mandats qu'ils ont. Ça prend quelqu'un pour en faire la proposition. Patrick Péloquin le propose et qui appuie? Gilles Salva appuie. Les sommes, la contribution de la MRC comme sont prises dans le fonds région ruralité. 12.5, autorisation de signature de l'avenant de l'entente sectorielle de développement du bioalimentaire en Montérégie pour 2021-2025. Oui, alors c'est une autre entente là, pour laquelle l'ensemble des MRC de la Montérégie sont partenaires avec l'agglo de Longueuil. Et puis Youssef, notre coordonnateur ici là, au PDZA, va être impliqué là-dedans parce que évidemment c'est des projets dans le bioalimentaire, c'est important, fait qu'il y a une belle concertation qui se développe aussi. Puis l'avenant, c'est dans le fond, il y avait la MRC de Rouville qui assurait la gestion de l'entente et des opérations. Mais ils ont perdu des employés, puis à partir de là, on a convenu en comité de gestion que c'est Expansion Montérégie, PME, qui pourra assurer le suivi de l'entente de gestion de cette entente. À partir de là, c'est une contribution encore là qui est mise via le FAR dans le projet. Ça prend quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais le proposer. Denis Benoît le propose, appuyé par Marie Léveillé. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté.
Au point 13.1, autorisation de lancer un appel d'offres pour les services professionnels d'un auditeur indépendant pour les exercices financiers 2024 à 2028. Donc, le contrat qu'on a en ce moment avec la firme Deloitte se termine avec l'exercice financier 2023. Donc, il faut relancer un appel d'offres pour les exercices financiers 2024 à 2028. Et j'aurais également besoin que vous autorisiez les critères de sélection que je vous ai soumis, puis que vous preniez acte de l'estimation que je vous ai soumise également, qui est confidentielle. C'est bien pour tout le monde. Ça prend quelqu'un pour proposer. Je vais le faire. Diane de Tonancourt propose et appuyer d'Alain Chapdelaine. Qui appuie? Excusez-moi. Alain Chapdelaine. Parfait, merci. C'est bien. C'est adopté. 13.2, dépôt du rapport annuel de la MRC pour l'année 2023. Donc, C'est un dépôt? un dépôt là, sur les contrats de 25 000 $ et plus qui ont été octroyés durant l'année. C'est bien. 14, gestion des cours d'eau. 14.1, nomination de représentants de la Fédération de la relève agricole au comité régional des cours d'eau. Donc, c'est pour nommer M. Olivier Rajotte, représentant de la Fédération de la relève agricole du Québec, à titre de membre du comité régional des cours d'eau, en remplacement de M. Renaud Péloquin. Le mandat, il va continuer le mandat jusqu'en novembre 2025 et la nomination doit être rétroactive au 1er février 2024. Très bien. Ça prend quelqu'un pour faire la proposition. Je vais le poser. Denis Benoît et appuyer. J'appuie. Gilles Salvaire fait l'appui. C'est bien. C'est adopté. 14.2, autorisation de procéder à la modification du contrat de service professionnel concernant le projet d'entretien du cours d'eau C2111. Donc, pour les 4 prochaines résolutions, c'est le même principe. Il s'agit d'une demande de notre coordonnateur à la gestion des cours d'eau afin de procéder là, à la modification des contrats qui ont déjà été octroyés à des firmes d'ingénieurs. L'objectif, c'est d'ajouter un item à chaque contrat pour que les firmes d'ingénieurs fassent les demandes d'autorisation auprès du ministère, du ministère en fait. Donc, les modifications pour le premier, donc le cours d'eau C2111, il s'agissait d'un contrat là, octroyé à la firme Tetra Tech au montant de 12 359,81 $. Et la modification au contrat sera de 4 599, taxes incluses. Ça prend quelqu'un pour proposer la modification. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin propose et appuyé de Alain Chapdelaine. C'est bien. Maintenant, c'est le même genre de résolution, mais pour le C2201 et C2204. Donc, le point Exact. 14.3. Donc, il s'agit là, d'un contrat qui a été initialement octroyé à la firme Tetra Tech, encore une fois, au montant de 37 528,99 $. Et la modification au contrat là, va être de 4 541,51 $. Dans ce cas-ci, il faut plutôt ratifier la modification puisque le contrat a déjà été octroyé, là, vu les délais là, très courts dans ce dossier-là. C'est bien. Donc, ça prend quelqu'un pour en faire la proposition. Richard Gauthier et appuyé Une seconde. de Gilles Salva. Toujours dans les modifications pour les contrats de cours d'eau, le cours d'eau C2303, C2304, C2305, le point 14.4. Oui, donc toujours la firme Tetra Tech pour un contrat au montant de 26 027,58 $. La modification au contrat va être un ajout de 12 647,25 $, les taxes étant incluses. Merci. Qui en fait la proposition? Propose. Marie Léveillé propose et appuyé de Patrick Péloquin. Toujours une autorisation de procéder à la modification d'un contrat maintenant pour le C2401 et C2402. Donc, c'est pour le contrat octroyé à Groupe Pleine Terre Incorporé, qui était initialement au montant de 45 152,22 $. La modification au contrat est de 6 438,60 $, les taxes étant incluses. C'est bien. Qui en fait la proposition? Je vais les proposer. Diane de Tonancourt le propose et appuyé de Gilles Salva. J'appuie. C'est bien. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. 15.1, gestion des matières résiduelles, l'autorisation de signature de l'entente cadre avec Éco-Entreprise Québec. Donc, dans le cadre de la réforme là, de la collecte sélective au Québec, on a réussi à s'entendre avec Éco-Entreprise
Et on a reçu l'entente cadre finale avec les annexes étant adaptées à notre situation. Je vous ai remis une estimation des coûts, donc je vous demanderai également là, d'autoriser Vincent à signer également notre directeur général et puis à mettre fin partiellement au contrat avec notre contractant qu'on a en ce moment, donc EBI, au 31 décembre 2024. Et finalement, là, de m'autoriser à lancer un appel d'offres là, pour la nouvelle collecte sélective. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Ça prend quelqu'un pour proposer. Sylvain Dupuis et Richard Gauthier. C'est bien. C'est adopté. Point 16, maintenant, piste cyclable régionale 16.1, demande d'autorisation d'une permission d'occupation sans construction au-dessus de la piste cyclable pour le déploiement de la fibre optique au Nouveau-Canac. Oui. Donc, le Canac a demandé l'autorisation de pouvoir passer leur câble de fibre optique en haut de la piste cyclable. Comme il s'agit d'une occupation qui va être permanente, ils vont avoir une entente avec le MTQ parce que la piste, dans le fond, l'emprise ferroviaire abandonnée leur appartient. Mais comme on est locataire, ils doivent obtenir notre accord. Donc, il nous faut votre accord au MTQ pour pouvoir donner la permission. C'est bien. Ça prend quelqu'un pour faire la proposition. Gilles Salvant fait la proposition. Qui appuie? Denis Benoît appuie. C'est bien. Pour tout le monde, c'est adopté. 17, projets spéciaux. 17.1, souscription et une couverture d'assurance cyber-risque. Oui. Donc, je vous demanderai de souscrire à une couverture d'assurance cyber-risque qui, dans la foulée de la loi 25, est maintenant très essentielle. La raison pour laquelle j'aurais besoin d'une résolution, c'est parce que la dépense n'a pas été prévue au budget pour 2024. Donc, ce serait pour réaffecter les dépenses, en fait, transférer les dépenses des salaires de sécurité incendie et de PRMN, comme les postes sont vacants en ce moment, dans le budget du greffe, section assurance. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, ça prend quelqu'un qui propose. Richard Gauthier propose et appuyé. Patrick Péloquin. C'est bien. C'est adopté. 17.2, souscription à une couverture d'assurance pour le nouveau drone de la MRC. Donc, c'est la même chose, mais pour le drone de la MRC, donc je vous demanderai dans le fond, de transférer l'argent dans le poste budgétaire du greffe, section assurance. Ici, on parle d'un montant maximal de 1 575 $ plus les taxes. C'est bien. Ça prend quelqu'un pour proposer. Patrick Péloquin propose et appuyé par Marie Léveillé. C'est bien. C'est adopté. 17.3, retrait de l'admissibilité de l'argent comptant lors de la vente annuelle des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Donc, suite à la vente pour taxes qu'on a eue le 14 novembre dernier, on a eu quelques problématiques là, au niveau de l'argent comptant. Donc, il serait préférable de retirer complètement l'argent comptant lors de la procédure de vente pour taxes. Tout ça étant sous réserve de l'article 8 de la loi sur la monnaie là, qui prévoit quelques exceptions, mais ce serait vraiment préférable de tout simplement l'interdire sous réserve de cette loi. Je pense que ça faisait consensus dans nos discussions antérieures. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Diane de Tonancourt propose et appuyé par Denis Benoît. C'est bien pour tous. C'est adopté. 17.4, c'est l'autorisation de lancer le processus de révision de la planification stratégique de la MRC. Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est dit ce que cela a à dire. Patrick Péloquin en fait la proposition et qui appuie? Je vais l'appuyer. Sylvain Dupuis appuie. C'est bien pour tous? Oui, c'est adopté. Au point ressources humaines, on va maintenant au 18.2, dépôt de la directive de nommage et de classement des dossiers et des fichiers numériques. C'est un dépôt. C'est un dépôt. 18.3, dépôt de la directive sur la gestion des courriels, c'est la même chose, c'est un dépôt. Au point 18.4, c'est prise de décision concernant certains volets de ressources humaines à la MRC. Donc, notre premier volet, c'est une approbation d'une entente de fin d'emploi. Oui. Alors, attendez un petit peu, je vais retrouver ma résolution. Projet de résolution. Donc, c'est l'employé numéro 132103 qui a informé la MRC de sa volonté de relever de nouveaux défis.
Alors, il y aurait lieu d'autoriser le directeur général à signer une entente de fin d'emploi dans ce contexte-là. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier, appuyé de Sylvain Dupuis. C'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Ensuite, je vais laisser la parole au directeur général. Le prochain point. Oui, OK. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Alors, c'est une annonce que j'ai à faire. Vous êtes au courant autour de la table, mais publiquement, et oui, c'est le temps. Le temps est venu pour moi d'annoncer publiquement une nouvelle étape dans ma vie. Une étape qui me permettra probablement d'apprendre à penser davantage à moi, avec un sourire. J'annonce donc publiquement ma retraite qui sera effective à la fin du mois de mars prochain. J'ai beaucoup apprécié durant toutes ces années de pouvoir travailler au développement de ma région natale et je suis aussi très fier d'avoir collaboré à la réalisation de plusieurs projets, dont certains ont permis à la MRC de se démarquer. Je vous en rappelle quelques-uns. Déclaration dès la fin des années 1980 de la compétence en matière de gestion des matières résiduelles pour répondre à une grande problématique régionale. 13 des 17 municipalités, à ce moment-là, y avaient adhéré, parce qu'on avait 17 municipalités sur le territoire de la MRC. On est maintenant 12 compte tenu de plusieurs fusions, dans 3 municipalités. Dont celle de Sorel qui générait plusieurs. Yamaska aussi avait 3 municipalités, ils en ont fait seulement qu'une. Yamaska-Est, Yamaska et Saint-Michel-Yamaska sont devenus Yamaska. Ensuite, inauguration d'une procédure de contribution financière en économie et tourisme, en fonction du principe des régions d'appartenance que constituent les MRC. Par exemple, ça c'était dans les années 90. Ce qui arrivait, c'est que le DG et le président de la Corporation de développement économique de l'époque faisaient à l'automne une tournée des conseils municipaux pour présenter leur plan d'action, mais avant ça aussi leur rapport d'activité. Puis ils espéraient, cette démarche-là, c'était dans le but d'avoir des contributions financières de la municipalité, mais c'était très énergivore aussi pour ces gens-là, le temps de prendre, de rencontrer l'ensemble des conseils municipaux. Puis à partir de là, à la MRC, il avait été convenu, là, on va regarder les possibilités de faire une contribution financière de la MRC qui va provenir des quotes-parts des municipalités. Fait que là, déjà, il y avait eu une adhésion à ce que j'appelle souvent, moi, une MRC, c'est une région d'appartenance. Fait que toutes les municipalités, même si elles n'étaient pas assujetties, ou en tout cas, il était peu probable qu'elles reçoivent l'implantation d'entreprises ou d'industries, les gens qui travaillent dans la région, dans la ville-centre, peuvent demeurer dans les municipalités autour. Fait qu'il y avait eu ce changement-là, dans le fond, des paradigmes. Puis les gens de ces organismes-là avaient très apprécié le fait que, on présente un rapport ou un rapport d'activité, puis plan d'action à un seul organisme, plutôt que de faire la tournée de toute la MRC. Acquisition de compétences facultatives aussi, pour répondre à des besoins régionaux, des caractéristiques qu'on avait. Politique familiale et des aînés, devenue depuis politique territoriale en développement social, ainsi que la politique culturelle. Mise en place d'un parc éolien, le seul parc éolien encore aujourd'hui 100% communautaire. Ensuite, mise en place d'un plan de transport régional en collaboration avec la Société de transport collectif et de son directeur Simon Berthiaume, plan qui est régulièrement adapté depuis sa mise en œuvre aux besoins, dans le fond, des usagers de la région. À partir de là, puis en même temps, le parallèle qu'on fait aussi, on est plusieurs à le faire, vous autres aussi, ce plan de transport-là permet aussi à des immigrants qui arrivent, des nouveaux arrivants, même s'ils n'ont pas de véhicule, ils peuvent se déplacer dans l'ensemble des municipalités de la MRC à faible taux, à faible coût. Puis aussi, ils peuvent se rendre à Sorel-Tracy, puis se rendre aussi à Longueuil. À partir de là, c'est quand même très attractif quand les gens veulent s'en venir chez nous. Puis ça vient s'attacher très bien avec le projet du carrefour virtuel en attraction de la main-d'œuvre et des familles, pour justement, qui est un projet signature innovation et un projet qui est très reconnu par le ministère des Affaires municipales comme étant innovant. Puis c'est un exemple qui sert pour la MRC, mais pour l'ensemble des MRC aussi. On le sait, les représentants du ministère nous le disent. On explique aux gens ce que dans Pierre de Sorel il se fait. Puis ce projet-là, dès le début, a aussi bénéficié, ou en tout cas suscité plutôt, un intérêt
pratiquement de plusieurs entrepreneurs qui disaient, regarde, moi, si vous avez besoin, je vais m'investir là-dedans bénévolement. Ça va nous aider, nous autres aussi, dans tous les problèmes qu'on a d'attractivité puis de nouvel emploi. Sans oublier, mais tantôt on en a parlé un peu, sans oublier la réalisation de la piste cyclable régionale sur l'emprise ferroviaire abandonnée et son prolongement par la construction prochaine du tunnel sur la route 132 à Saint-Robert et aussi l'ajout de 2 traverses pour permettre aux cyclistes, toujours vers l'est, à la hauteur de la municipalité d'Yamaska, on travaille toujours avec le MTQ là-dessus, pour qu'on puisse construire 2 traverses par-dessus des cours d'eau agricoles. Mais le dénivelé est assez important, mais on est en train de discuter encore avec le MTQ là-dessus. Je dis encore, mais c'est juste parce que ça nécessite plusieurs démarches. Et puis à partir de là, bien, on aura vraiment un tronçon qui va permettre aux cyclistes de partir de Sorel-Tracy et de se rendre jusqu'à la route 235, donc la rivière Yamaska. Puis on discute aussi avec le MTQ il parle de faire la réfection du pont Camille-Parenteau. Et puis à partir de là, bien, d'avoir un lien cyclable aussi en parallèle, profiter de ces choses-là. On attend des réactions du MTQ là-dessus pour voir justement s'ils pourraient faire, parce que ça va faciliter le développement de la piste cyclable vers le centre du Québec. Puis c'est encore là, tous ces projets de développement-là du multifonctionnel, des réseaux cyclables, bien, ça s'inscrit très bien dans l'entente sectorielle de la Montérégie qui favorise de beaucoup le développement de ces réseaux-là à travers la Montérégie pour faire de la Montérégie une destination de choix pour tous les cyclistes. Puis je me rappelle, moi, que l'Office de tourisme ici disait aussi que la piste cyclable, c'est un des critères importants comme attrait touristique pour les gens. Fait que ça vaut la peine de s'en aller là-dedans. Puis aussi, bien, sans oublier la volonté récente de s'impliquer encore, une autre fois et autrement, dans le développement des énergies renouvelables, éoliennes et solaires. Ça va être sous peu. Puis je ne peux m'empêcher de souligner qu'au niveau du schéma d'aménagement, oui, il a été adopté il y a longtemps, mais les modifications apportées aux lois qui avaient des incidences sur l'aménagement ont toujours été intégrées au document. Puis il y a des choses qui n'ont pas pu être faites, mais il y avait toujours juste une personne qui était affectée à cette tâche-là. Mais à partir de là, au moins, je vous rassure, puis je rassure tous les gens, c'est qu'au moins toutes les modifications législatives qui concernaient le schéma d'aménagement ont été intégrées dans le document. Je m'en voudrais de ne pas remercier les organismes, intervenants et consultants qui ont et contribuent au développement régional et à l'amélioration de la qualité de vie des gens. Merci aussi aux employés passés et présents pour leur implication afin de faire un milieu de vie agréable pour les citoyens de la région. On a réussi à faire beaucoup avec des ressources réduites. Bref, je quitterai mes fonctions la tête haute et très fier, je le dis avec humilité, mais c'est mon sentiment, très fier du travail accompli au fil des ans. Et je remercie une autre fois les personnes et organismes avec lesquels ce fut très plaisant de collaborer. Bref, ça aura été un beau travail de collaboration. J'espère qu'un jour, en terminant, les MRC, qui représentent, comme je le disais tantôt, des territoires de régions d'appartenance, seront reconnus à leur juste valeur, car le travail de leur équipe permet, comme je le disais tantôt, d'améliorer la qualité de vie et les milieux de vie de leur territoire. Les MRC, c'est vraiment des organismes de territoire, d'appartenance. Ce n'est pas juste une municipalité, c'est l'ensemble. Quand ils ont été délimités, il y avait des consultations qui ont été faites. Puis le thème, c'était d'avoir un territoire le plus possible d'appartenance qui fait en sorte que les gens vont se concerter facilement. Alors, je vous remercie encore une fois pour tout le travail que vous m'avez permis de faire à titre de directeur général et secrétaire trésorier. Et merci beaucoup, Denis, pour les mots que tu viens de nous donner, ce soir. Je pense que c'est un tournant important pour toi, mais pour la MRC et pour ma famille pour aussi. La région. Oui, tu auras l'occasion de profiter de la famille et des petits-enfants, je sais, qui sont dans le décor, qui ont une importance très grande aussi à tes yeux. Donc, je te souhaite le meilleur. Je dis je, mais on te souhaite le meilleur pour la suite des choses. Et on aura l'occasion dans les prochaines semaines de souligner tout ce grand travail important que tu as fait pour la région, pour la faire reconnaître, puis la faire grandir à travers les années. Merci beaucoup. Merci.
Je veux dire, on aura l'occasion dans les prochaines semaines, puis on va Je profiter l'ai pas de toutes dit, ces... hein, je l'ai pas dit que je quittais formellement. Fin mars. Ouais, fin mars. Le 30, ouais, 30 mars. autour de ça, oui. Fin mars. Mais juste une anecdote, là, je ne peux pas m'empêcher. Récemment, peut-être à la fin de l'automne, ma plus vieille petite fille, à 8 ans, elle dit: là, grand-papa, quand est-ce qu'elle va avoir... Elle a eu 8 ans au début de l'année. Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Là, Déjà, là, je ne suis pas supposé dire ça, mais j'ai dit: Mamie, t'as-tu parlé de ça? C'est une joke. On va Bref, profiter j'ai des- toujours apprécié de travailler. La Hey, NCT. Denis, juste pour le fun, tu dois être comme côtoyer 50, 60, 70 mètres dans 40 ans. Je suis le plus vieux ici, là, puis l'autre jour, je me dis, je suis rendu quasiment à 50. Hey, là, on est j'ai 12. jamais compté. Non, ben, Les tu premières nous donneras le chiffre la prochaine Ouais, fois. j'ai essayé de regarder ça, ouais. Ça sera première pas année, elle long. coûte 17, ça va vite, puis elle coûte 12, ça va encore. Ben, Ouais, mais c'est c'est ça. gars qui ont fait plusieurs mandats, d'autres moins. Trois municipalités chez nous avec plusieurs. Ouais, à mais- Suite aussi. Ben oui, ben oui. C'est ça, il y avait 3 municipalités, à peu près ça avait 50. placé. ouais. Saint-Ours aussi. Saint-Ours, Sept- au sept début, au moins, sept Saint-Ours, avec, vous étiez paroisse et ville. Ouais. Là, vous êtes juste ville. Il y avait un jumelage là Moi, je suis aussi. juste Saint-Ours, mettons, c'est un 9 maires, d'après moi. Tu sais, fois 12 villes, là. Oui. Ça va vite, là. Tu sais, mettons. On va Mais profiter. C'était très, très agréable. Merci, Denis. Merci. Merci à vous aussi. C'est ce qui nous amène au dernier point de ce point 18.4, qui est un mandat à la FQM pour la transition. Donc, il y aura une transition à faire en lien avec l'annonce d'aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement. Et le diagnostic organisationnel qu'on fera, par la suite aussi, effectivement. Prenez-vous une résolution pour diagnostic, pas diagnostic, mais assurer l'intérim via La FQM, La oui, FQM, oui, on va prendre une résolution L'ensemble de l'œuvre, là. pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, la transition, l'intérim et le diagnostic organisationnel. Oui, on met tout ça dans la même résolution. OK. Je vais proposer. Patrick Péloquin a fait la proposition Je et l'appuie. Diane de Tonancourt appuie. C'est bien, ça termine le point 18, 18.4. On passe maintenant au point 19. 19.1, demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de subvention au transport adapté pour l'année 2024. Oui, excusez-moi, en fait, c'est parce que je me posais la question à savoir, est-ce que c'est Richard Gauthier et M. Dupuis pour tous les points du 18, c'est ça? Non, Parce les- que là, comme il n'y a pas de... Patrick on peut Péloquin. comme pas Si. ajouter de points à l'ordre du jour. En fait, c'est Patrick Péloquin pour le point 18.4, là. OK. Pour le mandat à la FQM, pour le processus de transition, l'intérim Patrick et le Péloquin, diagnostic Diane. organisationnel, c'est Patrick Péloquin et Diane de Tonancourt. C'est juste parce que, comme on a le point La- 18, on ne peut pas ajouter de points, il manque des personnes ce soir. Ah, il faudrait que ce soit pour l'ensemble, Oui, parce c'est qu'on ça. avait, c'est On ça, pourrait ok. faire juste Donc pour une l'entente résolution. de fin d'emploi aussi, C'est Correct, ok. Pardon? Ouais. D'accord. Ça va parfait. bien. Je veux- Désolé. Mais Merci non, mais du. je veux juste, donc là, c'est à mon tour. C'est très bien. Oui, puis Euh, comme c'était un seul Je suis point. d'accord avec mon nom. Au niveau des demandes d'appui, c'est ça? Non, on est rendu aux demandes d'aide financière. Point 19. 19.1 pour le transport adapté. Denis, 19.1. c'est toi? Ah, OK, mais je pensais qu'on s'était dit que c'était toi. Excuse-moi. OK. Ben, la Société de transport, dans le fond, c'est les demandes d'aide financière qu'il faut être récurrent. La première, c'est pour le transport adapté pour l'année 2024. Puis là, dans le projet de résolution et aussi dans les documents qui ont été joints, ça fait état aussi quand même de toute les Difficulté. difficultés que la STC connaît, comme tous les autres organismes en transport, compte tenu des délais souvent observés qui sont longs pour recevoir les montants. Tu sais, la STC reçoit des montants pour compléter le financement de 2023 après la reddition de compte, puis le rapport des audits. Ça n'a pas de sens. Là, tu sais, tu reçois 8 mois après là, l'argent. Fait que dans le fond, là, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'il y a des nouveaux documents qui ont été adoptés aussi, pas adoptés, mais
des nouveaux taux qui ont été ajoutés par les déplacements, pour chacun des déplacements. Fait qu'à partir de là, il y a des différences par rapport à ce qui avait été budgété pour la STC, mais il reste que la demande est supérieure un peu, pas inférieure, est supérieure. Fait que ça vaut la peine là, de faire la demande encore une fois. C'est très bien. Ça prend quelqu'un pour en faire la proposition. Patrick Péloquin et appuyé de Alain Chapdelaine. C'est bien. C'est adopté au point 19.2. Autorisation de procéder à la signature maintenant pour le transport collectif. Effectivement, c'est ça, c'est la convention d'aide financière. Puis à partir de là, bien, il faut autoriser par résolution la signature de la convention. Qui en fait la proposition? Gilles Salva et appuyé de Denis Benoît. C'est bien. Ça termine le point 19. On va maintenant au point 20, les analyses de demandes d'appui reçues. On en a quelques-unes ce soir. Donc, Jessica, je te laisse la parole. Donc, les premières demandes, on a la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot et la ville de Léry qui rendent appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans un contexte où les municipalités du Québec ne sont pas informées là, de l'ampleur de la majorité des fuites de pipeline qui ont lieu là, sur leur territoire. Donc, on demande dans le fond à la FQM et à l'EMQ de faire des représentations auprès du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec pour modifier les règlements et afin que les municipalités là, soient informées le plus rapidement possible. Qui en fait la proposition? Sylvain Dupuis, appuyé de Richard Gauthier. C'est bien. C'est adopté. La prochaine, c'est... Oui. MRC de Matawini. Oui, la prochaine, c'est la MRC de Matawini qui demande une modification aux prolongations de délai accordées en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En fait, c'est que la loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit un processus de suspension temporaire des avis de conformité pour les municipalités en défaut d'effectuer les modifications de concordance à leur schéma d'aménagement. Et dans le cas de la MRC de Matawini, c'était une révision de leur schéma d'aménagement. Donc, habituellement, les municipalités ont 24 mois pour se conformer aux révisions, mais dans ce cas-ci, le délai là, est restreint au 1er mars 2024, donc c'est très court. Donc, on demande appui pour que, dans le fond, ce qu'ils demandent, c'est que les délais soient adaptés aux situations de chaque MRC. Donc, ils demandent appui dans cette demande-là. C'est très bien. Qui en fait la proposition? Sylvain Dupuis, appuyé de Gilles Salva. Parfait. C'est adopté. Ensuite, on a la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, oui. Qui, encore une fois, est un appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans sa demande au gouvernement du Québec de protéger de manière permanente le mont Rigaud, ainsi que les sites de prélèvement d'eau potable et les zones de recharge de l'aquifère face à l'activité minière. On mentionne qu'il y a 18 des 23 municipalités de la MRC qui dépendent des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. Donc, encore une fois, là, c'est en lien avec les claims miniers. On veut qu'il y ait plus de facilité à pouvoir y accéder. Oui. C'est bien. Qui en fait la proposition? Denis Benoît et appuyé. Gilles Salva. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. La prochaine, c'est la municipalité de Yamaska. Oui, on demande un appui par rapport à un programme RECIM pour lequel nous, on a reçu une aide financière, mais qui n'a pas atteint son montant maximal. Et du fait qu'il y a eu des directives de changement qui ont été émises par la suite, le programme ne veut pas accorder le 100% d'aide à ces sommes, à ces montants de directives de changement, parce que même si le montant maximal de la subvention n'a pas été accordé. Donc, on demande un appui pour dénoncer cette situation-là. Au ministère des Affaires municipales, entre autres, et à la FQM, à l'Union des municipalités, ainsi qu'aux 148 municipalités de la région administrative de la Montérégie. C'est bien, merci Diane. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier en fait la proposition et s'est appuyé de Marie Léveillé. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. 21, l'examen de la correspondance. Vous avez tous reçu la correspondance dans votre conseil sans papier. C'est bien. Il n'y avait pas de questions.
Maintenant, l'examen des invitations. Vous aviez des questions sur les invitations? Non. Affaires nouvelles. En 23, on n'avait pas d'affaires nouvelles. Point 24, maintenant, la période de questions. Est-ce qu'on a on a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il y avait une question? On vous laisse la parole. Vous présenter. Oui, exactement, au micro, pour qu'on puisse vous entendre lors de la captation. Oui, bonsoir. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si je dois dire monsieur les maires, mairesses, conseillers, conseillères. En tout cas, je vais tout utiliser les formules. Mon nom est Jacques Restico. Je suis citoyen de Sorel-Tracy depuis 1976. Je suis ingénieur retraité. Et ici, ce soir, ma question va avoir trait au parc éolien. Autant le projet que j'ai vu qui était annoncé que le parc éolien existant. Juste pour vous situer, moi, par rapport au projet, dans les débuts, c'est-à-dire au début des années 2010, 11, 12, je ne me rappelle pas exactement, j'étais président de la section régionale de l'Ordre des ingénieurs ici. Et notre confrère Marcel Fafard nous avait incité à appuyer le projet parce qu'il semblait que l'appui de notre association, comme d'autres, aiderait. Pour nous, ce qui était important, il fallait qu'on s'assure que, d'un point de vue d'ingénierie, que les travaux soient faits correctement. Alors, avant d'approuver, on a peut-être passé même outre à nos directives de l'ordre relativement à s'impliquer dans ce genre d'appui-là. Mais on l'avait fait. J'avais sérieusement étudié le projet, puis j'étais réellement confiant que, contrairement à ce que des gens qui étaient malveillants, en tout cas sceptiques, mettons, qui disaient « il n'y a pas de vent ici, puis ça ne marchera pas », puis qu'effectivement, puis qui mettaient en doute même l'honnêteté des gens l'honnêteté ou le conflit d'intérêt des gens qui voulaient faire la promotion, qui faisaient ça pour s'opposer au projet. Alors, nous, on disait non, c'est sûr que c'est un projet qui est bien fait, les coûts devraient être corrects, le temps de réalisation, et puis après, le fonctionnement, la quantité d'énergie qui devrait être produite pour rencontrer les contrats, devrait être facilement rencontré. On était confiants. Mais là, moi, j'ai toujours suivi le projet ici et là, plus ou moins, je lisais les rapports, etc. Quand j'ai entendu au mois de décembre qu'il y avait un intérêt pour une deuxième phase, mais plus grosse, 5 fois plus grosse, dans une formule différente, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un bilan du projet du premier parc éolien? Et moi-même, j'ai ressorti mes études que j'avais faites sur les rapports financiers et d'opération par le parc éolien. Et ce que j'ai réalisé, puis que finalement, après avoir demandé au directeur général certaines informations, j'en suis venu, avant même d'avoir reçu toutes les informations, à publier une lettre d'opinion qui, en tout cas, dans le journal au mois de décembre, qui disait, bien, il me semble qu'avant de passer à la deuxième phase, on devrait avoir un bilan de la première phase. Puis, ma raison principale, c'est que il semble que les bénéfices pas il semble, c'est ceux qui écrivent ceux qui écrivent le rapport de parc éolien, les bénéfices, qui étaient supposés être à peu près 2 millions par année sur la période, je pense, là, de tout le projet, provenaient de l'énergie. C'est-à-dire, on vend de l'énergie à Hydro-Québec à un tarif, puis on a des coûts, incluant l'amortissement, les intérêts, mettez tout ce que vous voulez, les salaires, n'importe quoi, puis à la fin, il nous restait 2 millions à distribuer aux commanditaires, c'est-à-dire la MRC. Mais quand je fais le bilan des 6 premières années, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 2022, les bénéfices, premièrement, il y a eu des distributions de 10 millions, alors que les bénéfices étaient de 8, c'est-à-dire qu'on a distribué 2 millions de plus que les bénéfices. Et puis, ce qui me dérange le plus, c'est que les bénéfices en question,
Il y en a le tiers à peu près qui sont les bénéfices provenant de la vente d'énergie. Puis pour arriver à ça, je prends les bénéfices à la fin, j'enlève les bénéfices qui sont attribuables à un instrument financier. Ça fait qu'il reste juste ce que c'est qui était supposé le projet qu'on avait approuvé, qu'on avait endossé, nous autres, pas approuvé, on a juste endossé. Puis là, je me dis, bien là, je n'ai pas entendu parler de ça, c'est comme juste après l'avoir fouillé puis creusé. Là, je me dis, si on dit, on va passer à un autre parce qu'on a de l'expertise, bien, il faudrait d'abord qu'on démontre que, pourquoi est-ce que, au lieu de faire 2 millions avec la vente d'énergie, on en fait à peu près 700 000, 800 000. Alors là, je me suis dit, ben moi, il faut qu'il y ait un bilan. C'est pas moi qui peux faire le bilan, mais je le soulève. Puis je me dis, c'est à la MRC, au conseil, de dire, ben il faut demander, il faut faire le bilan, puis il faut demander au parc, qu'est-ce qui explique que vous ne faites pas les profits prévus avec l'énergie. Vous la faites avec un instrument financier qui est incertain. Je ne sais pas si on va faire 2 millions par année pendant les 20 prochaines années. Vous comprenez? Oui. C'est ça qui est ma préoccupation. Puis ma question ce soir, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un bilan complet? Puis c'est tout. Merci, M. Racicot. On a nos spécialistes en parc éolien qui sont ici, qui ont siégé aussi au parc éolien et au comité d'énergie renouvelable. J'ai vu Sylvain qui m'a fait signe. Moi, j'ai été dès le départ sur le conseil d'administration. Moi, je vous rassure tout de suite, le parc éolien va bien puis il fait de l'argent. Votre compréhension économique, à mon avis, est un petit peu biaisée, puis ça va me faire plaisir de vous en parler. Je pense que vous avez mal compris les chiffres qui sont apparus dans vos rapports, parce qu'il y a un petit peu... En tout cas, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Quand on disait 2 millions par année, c'était une moyenne. Donc, il faut savoir que les années 10 à 20 vont être plus payantes que maintenant, parce qu'évidemment, on a plus, entre guillemets, de dettes à payer, autant pour parc que nous. Ça fait que c'est sûr que sur une moyenne de 20 ans, on avait dit 2 millions, mais ça va monter de façon exponentielle au fil des années. L'autre élément qui est important, c'est les bénéfices, ils sont là. Il faut savoir que dans les bénéfices, on a ramené énormément d'argent vers la région. Dans le mot du préfet de l'année passée, je pense que j'ai en tête 5 millions en date de ramener en 5 ans. Plus les municipalités qui ont des éoliennes qui touchent quand même des belles assiettes, là, des beaux montants là. Je pense qu'ils peuvent développer des projets. On a ramené énormément d'argent. Puis oui, c'est vrai que comme MRC, ça, notre directeur peut vous le confirmer, c'est vrai que on paye nos intérêts parce qu'on a emprunté 14 millions qui est peut-être rendu à peu près à 10 quelque chose. Mais il y a aussi, on s'est donné un coussin ici de 1 million de réserves. Le parc éolien, quand il donne des dividendes, il ne vide pas ses coffres. Lui ici, il a encore beaucoup d'argent dans ses coffres. Donc, tu sais, au niveau financier, on est solide. Puis, une des solidifications de notre parc, c'est le taux. Le taux qu'on reçoit d'Hydro-Québec, qui est un contrat que tout le monde tuerait pour avoir notre taux. Avec l'indexation. À l'indexation, je pense. Donc, c'est clair qu'au niveau rentabilité, je vous rassure tout de suite. Pour ce qui est de l'élément financier, vous avez raison. Les premières années, ça nous donnait un impact négatif qui était purement comptable, qui n'était pas réel dans nos coffres. C'est sûr qu'Alain il est plus solide que moi pour parler de ça parce que c'est son bagage, mais aujourd'hui, avec les taux d'intérêt hyper élevés, mais l'instrument financier est tellement bénéfique pour nous parce qu'il nous protège au niveau de l'intérêt. Là, on a l'air brillant d'avoir pris ça parce que tout le monde voudrait nous l'acheter. Donc... Bien, tu sais, sur l'instrument financier, ce que je pourrais commenter, c'est que ce qu'on voit aux états financiers à chaque année, c'est un gain non matérialisé sur l'instrument financier. C'est-à-dire que à travers les 20 ans, ça va évoluer. Les années où le taux d'intérêt était bas, à ce moment-là, c'était présenté comme une perte. Là, on vient de traverser quelques années où on a vu une montée du taux d'intérêt, ce qui fait que là, l'instrument financier s'est transféré en actif au bilan. Donc, ça va procurer un actif dans les années futures si le taux reste comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des 20 ans, ça sera une somme de zéro. Il y aura une portion matérialisée à chaque année. Mais le gros impact que vous voyez, parfois plusieurs millions dans une année, c'est un gain ou une perte non matérialisée.
Donc, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps, mais ça vient pas dire que le parc fait seulement des revenus sur un instrument financier. Donc, c'est ça, le taux, l'instrument a été pris à un certain taux, et là, comme en ce moment, on est au-dessus, ça va probablement se continuer pendant quelques temps, c'est que ça nous procure un actif. Donc, c'est pas négatif du tout. Ça a été des ceintures et des bretelles de sécurité que le conseil d'administration avait décidé à ce moment-là. Et puis, plusieurs années plus tard, avec les taux actuels, on se doit dire que c'était une bonne décision. L'autre point que je commenterais peut-être, c'est que quand vous dites, par exemple, une cible de 2 millions, générer 2 millions de bénéfices par année, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des dépenses du parc, quand vous regardez les états financiers, il y a environ 700 ou 800 000 $ par année qui est sur une forme comme... c'est pris sur le chiffre d'affaires. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui s'en va aux agriculteurs où les éoliennes sont implantées ou aux municipalités. Donc, selon moi, dans le calcul du 2 millions, ce 800 000 $ doit être inclus. Donc, une année où le parc ferait un profit de 1,5 million, vous ajoutez 800 000, donc le parc aurait fait 2,3 millions. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais clarifier. Tu as raison, parce qu'en réalité... À moins que je me trompe, là, mais si on avait enlevé toutes les redevances qui ont été versées par le parc, je pense que la dette serait payée. C'est bien ça qu'on a fait un calcul, pratiquement. On n'est pas loin. Pas loin, hein. En fait, mais évidemment, c'est pas le choix qu'on a fait. Vous voulez dire la dette à la MRC. Là. La dette à la MRC, c'est ça, la dette à la MRC. Mais ce que j'entends, c'est d'avoir un bilan, puis de communiquer les chiffres. Avec le parc, on va se pencher là-dessus, puis on va regarder les chiffres qu'on peut communiquer, tout ça, pour avoir un bilan jusqu'à maintenant. Mais il faut se rappeler que c'est un processus. C'est un bilan maintenant, avec les intérêts et les choses qu'on a payées. C'est sûr qu'il faut regarder ça dans un portrait étalé sur 20 ans. Plus long terme, exactement. Donc, c'est sûr, mais on peut en faire un bilan. Là, puis... Le principal problème que je dis, c'est le fameux instrument financier, il vient fausser les affaires parce qu'il n'était pas dans comment est-ce qu'on peut appeler ça, les rapports profit et pertes qui étaient présentés. Vous regardiez 2 lignes en haut, c'est là le vrai chiffre. Quand vous incluez l'outil financier, vous ne regardez pas la bonne ligne, il faut monter. Dans le même rapport que vous me parlez, là, monter de mémoire, c'est 3-4 lignes, là. Puis vous allez arriver au vrai chiffre qui est vraiment au niveau comptable. C'est quoi revenu? C'est-tu payant ou pas payant, ce parc-là? Vous allez l'avoir, le chiffre-là. Quand vous prenez l'outil financier, vous trichez. Parce que là, on est riche avec l'outil financier. Je vous le dis, là, ça a un impact de plusieurs millions de dollars. C'est ce que je dis. Mais c'est faux. La seule chose que ça nous permettrait de faire, je pense, c'est de le vendre à quelqu'un d'autre qui cherche un taux d'intérêt bas. Mais pourquoi qu'on ferait ça? On en profite. Non, je comprends. Mais ça que je dis, c'est oublier celui-là, là, parce que c'était pas dans l'approbation, c'était on fait un parc pour faire de l'énergie. Puis d'ailleurs, le nouveau parc, l'énergie ce que vous dites, et de l'argent. On va faire de l'énergie, puis on va le vendre à profit. Et là, quand on nous a demandé d'approuver ou d'endosser un projet, et il n'était pas question de faire de l'argent avec des instruments financiers. Donc, on l'enlève, puis ce qui reste, c'est réellement ce que la vente, la production d'énergie produit comme bénéfice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, mais je peux vous rassurer, là, le parc, il fait de l'argent, c'est-à-dire que... Oui, je ne suis pas inquiet, mais je vous dis que la source... Quand on fait une production d'état financier, on est obligé d'en tenir compte de cet outil-là, pour être obligé de l'inclure. Je comprends ce que vous dites, mais on est obligé de le laisser là. On ne peut pas l'enlever des états financiers. Je ne dis pas qu'il faut l'enlever. Ce que je vous dis, c'est vous utilisez ce projet-là pour dire on va en faire un autre parce qu'on a de l'expertise, puis c'est payant. Moi, je dis... L'autre projet, il n'est pas dans la même forme. L'autre projet n'est pas dans la même forme. Pardon? L'autre projet n'est pas dans la même forme. Je sais bien, mais sauf que ce que c'est que le premier projet, pour la question de l'énergie, il y a un problème quelque part, je ne sais pas où, puis je ne sais pas si vous le savez, mais l'énergie ne produit pas les bénéfices qui avaient été promis. En tout cas, pour 6 ans, si vous me dites que dans 20 ans, mais les 6 premières années, ça ne produit pas les bénéfices qui avaient été promis. Je vais laisser la parole à Sylvain. Ce que vous dites est faux. Il produit exactement les profits prévus. Cette année, il vend moins fort. Puis malgré ça, à cause que notre taux est très élevé, vous allez voir les états financiers, ça ne devrait même pas paraître. L'idée, là, ce que vous dites, c'est que le budget financier que vous parlez, là, ça n'a pas d'impact sur nos revenus à la fin.
ça a un impact sur combien qu'on paye d'intérêt en haut. Parce que ça, là, ça nous empêche de payer des 6, 7, 8 % d'intérêt parce que ça nous baisse le taux d'intérêt. Ouais. Donc, à la fin de tout, c'est là que ça nous permet de faire de l'argent. Si on n'avait pas pris le bidule financier qu'on parle, probablement qu'en renouvelant, on serait à 6 % comme tout le monde, 6-7 % comme tout le monde. Là, on aurait un impact beaucoup plus important. Ça aurait eu un impact important. Puis là, je suis d'accord avec vous, ça aurait eu un impact sur nos revenus à la fin. Le bidule financier nous permet de protéger le taux d'intérêt de moi, le directeur. Fait que ça permet de s'assurer qu'on ne décale pas. L'autre chose aussi que vous oubliez, c'est que non seulement on paye de l'intérêt parce qu'on a emprunté, mais l'argent qui est dans nos coffres, qu'on parle quand même de plusieurs millions de dollars, ben, dans le coffre de parc, ben, ils font aussi de l'intérêt maintenant. Alors qu'avant, quand on a commencé dans nos modèles financiers, on parlait de 0,75 %. Là, on est plutôt dans l'ordre de 5-6 comme tout le monde. Donc, nous aussi, on fait de l'argent avec notre argent. Fait un dans l'autre, on a probablement contrecarré des intérêts de qu'est-ce qu'on paye pour l'emprunt avec ce qu'on fait comme revenu en intérêt. Fait les deux s'annulent, donc on reste à l'énergie, comme vous parlez. On reste à l'énergie et ça fait de l'argent. Et je dirais, les gens de PAC qui étaient là, puis les membres du conseil qui étaient présents ont été prévoyants dans leur façon de faire, justement avec cet instrument-là. Puis le fonds dont tu as parlé, Sylvain, tout à l'heure, qui est le fonds de prévoyance, qui actuellement est rempli. Là. On a atteint notre seuil d'1 million pour le fonds de prévoyance, qui fait en sorte que les prochaines redevances qui vont être remises aux commanditaires à la MRC, on n'aura pas besoin de déduire ce fonds-là des prochaines redevances. Donc, il va y en avoir plus qui vont être remises à la MRC. Puis je peux même dire un exemple de ces redevances-là. Ça nous a permis de doubler le budget du développement économique régional. Puis on commence à en voir les effets là, présentement d'investir dans le développement économique. Il y a vraiment un impact réel dans le développement de notre société, des revenus qui proviennent du parc éolien. Donc, c'était vraiment visionnaire d'avoir fait ça à l'époque. Et ça porte des fruits et des dividendes présentement pour tout le monde. Moi, j'ajouterais, tu vas peut-être parler de Gilles. Parce que tout dans le processus de développement et de construction, j'étais en avant. Je ne suis pas un comptable, mais j'aimais bien les chiffres. Puis j'ai eu la question comme vous sur cette méthode de calcul-là. Mais les prévisions, quand on dit 40 000 et plus, 40 millions et plus, la première année, je pense qu'on n'atteindra même pas le million. On l'a atteint. Au début, on l'attendait. Puis ça s'en va. La dernière année, c'est dans le 4 millions de prévisions. Parce qu'il y a l'indexation d'Hydro-Québec à chaque année. Puis nous autres, notre dette diminue. Les deux dettes vont diminuer. Puis là, comme il dit, si le PAC a 3 millions dans ses coffres, la MSA a 1 million dans ses coffres, on n'a pas 5 millions de fêtes de profit. On en a 9. Mais ça, c'est de l'assurance qu'on se garde, autant le PAC que la MSC. Advenant catastrophe ou je ne sais pas quoi, l'éolienne qui exploserait. On a été prévoyants, exactement. Bon, je ne sais pas, le PAC pourra peut-être éclaircir. On pourra communiquer avec vous, si vous voulez, là, pour... Oui, OK. Ce que je comprends, c'est on m'a dit que j'ai dit des choses qui étaient fausses. Non, pas faux, pas tout à fait. Ben, vous m'avez dit ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit, c'est faux. Alors, moi, j'aimerais que... Je ne veux pas rester dans le public là, avec l'impression que j'apporte des choses qui sont fausses. J'ai essayé de simplifier l'affaire en enlevant cette chose-là, puis en essayant de comparer avec ce qu'on nous avait dit qui serait, pour enlever les difficultés d'interprétation de ce que ça signifie ça. Puis, ce que vous me dites, c'est que vous avez regardé les coûts, puis il n'y a aucun coût extraordinaire ou qui avait été oublié dans les prévisions, puis que la production d'énergie est rentable. Oui, est rentable, non, elle est rentable, mais elle est égale à ce que c'est qui avait été prévu. Oui, elle est conforme aux attentes, effectivement. Oui, tout à fait. Elle est conforme aux attentes. Merci. Merci, M. Racicot. Ça termine la période de questions. On va maintenant aller à la levée de la séance. Ça va quelqu'un pour proposer la levée. Richard Gauthier propose la levée de la séance et appuyer Roger Salva. Merci beaucoup. Merci à vous dans la salle. Merci les membres du conseil de la MRC. On se revoit le 13 mars.